Mesdames et messieurs, bonjour. Nous ouvrons ce journal du 13h par le délibéré tant attendu du Conseil constitutionnel sur les candidatures à l'élection présidentielle, qui sera déclaré inéligible le point dans quelques instants. Nous parlerons également sécurité, une audience dont le contenu porte sur les questions sécuritaires dans la région du Sahel, audience qui a porté sur les pays du G5 Sahel. Le point dans ce 13h et dans ce journal, nous évoquerons également les nombreuses insuffisances constatées au baccalauréat. Bienvenue au 13h de Burkina Info. Le président du Faso, Michel Kafando, reçoit présentement en audience le chef de la délégation de l'Union européenne en fin de mission, Alain Oluville. Il est question du bilan des 4 années passées à la tête de la délégation européenne. L'ambassadeur en fin de mission a annoncé le mercredi dernier face à la presse l'arrivée d'une mission d'observation électorale qui devra coûter de l'ordre de 2 à 3 milliards aux contribuables européens. La prochaine destination de l'ambassadeur sera le Mali. En attendant l'arrivée de son successeur Jean Lamy, c'est Guiro Carrara, premier conseiller et chef de la section politique de la délégation de l'Union européenne à Ouaga, qui devra assurer les missions de chargé d'affaires. Qui peut prendre part à l'élection présidentielle du 11 octobre prochain? C'est à cette question que doivent répondre les juges de la Cour constitutionnelle après avoir invalidé 42 candidatures aux législatives. Joël Zoundi, notre journaliste, est sur les lieux et il est en ligne avec nous. Allô Zoundi? Oui, bonjour Benaziri Lebodo. Oui, bonjour. Alors, quelle est l'ambiance qui prévaut au niveau du Conseil constitutionnel? Oh, c'est le calme plat ici. Depuis ce matin, nous y sommes. Les salles du Conseil constitutionnel se sont retirées, se sont enfermées dans leur salle. Ils sont en train de passer au pays saint les candidatures des 22 candidats à la présidentielle du 11 octobre. Alors déjà, peut-on déjà noter des réactions? Ce matin, les citoyens continuaient toujours de décider ici au Conseil constitutionnel pour les arrêtés relatives à l'invalidation de certains candidats à l'élection législative du 11 octobre. Et parmi ces citoyens, on a pu échanger avec le directeur à la communication de l'UPT, l'Union pour le progrès et le changement, qui se réjouissait en tout cas du fait que la requête engagée contre l'éligibilité d'un de leurs candidats n'a finalement pas été retenue par le Conseil constitutionnel. Et en tout cas, il se félicitait du travail abattu par les sages du Conseil constitutionnel. D'accord, merci à toi Zoundi. Nous reviendrons à toi s'il y a d'éventuelles informations. Ok, merci bien de la vie. Merci. Et puis le PDS Metba apporte son soutien à Roch-Marc Christian Kaboré pour la présidentielle d'octobre prochain. Dans un communiqué, le Parti pour la démocratie et le socialisme, Parti des bâtisseurs, porte à la connaissance de ses militants sympathisants qu'il apporte son soutien à la candidature du président du MPP à la présidence du Faso. Selon le communiqué, le bureau politique national du 27 juin 2015 du parti avait déjà fait le choix du principe de ce soutien. La dernière rencontre entre les deux directions des deux partis, qui a lieu le 25 août, a permis de mettre au point ces modalités. Et après la décision de la Cour constitutionnelle, des jeunes de l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain ADF-RDA, parti politique dirigé par Gilbert Ouédraogo, affirment prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel et appellent au calme et à la cohésion nationale. Ils demandent par ailleurs aux autorités de la transition de tout mettre en œuvre pour garantir la cohésion et la paix sociale, en instaurant un dialogue franc et patriotique entre tous les acteurs de la scène politique. Un autre sujet dans ce 13h, la menace sécuritaire dans les pays du Sahel comme le Burkina, la Mauritanie, le Niger, le Tchad, Malidi, G5 Sahel, abordé au cours d'une audience au Premier ministère ce matin. Tel était le point des échanges entre l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Sahel, Hirout Gebre Selassie, et Isaac Zida. Ibrahim Zongo y était. Nous avons échangé à propos de cette transition qui pour le moment se passe très bien.
Nous avons exprimé le souhait que cela aboutisse à des élections apaisées et nous avons félicité donc son gouvernement pour la conduite jusque-là de cette transition qui semble se passer bien. Nos échanges ont surtout porté sur les défis auxquels est confrontée la région du Sahel et des interventions nécessaires pour y faire face. Donc c'était dans un contexte régional autour du mécanisme qui a été établi par les 5 pays du Sahel, la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Tchad et le Burkina. Le G5 Sahel, c'est à propos de cela qu'on a plutôt échangé. Donc nos propos ont surtout porté sur l'aspect régional des menaces de la région. Des menaces de tout genre qui sévissent dans la région. On parle des menaces sécuritaires, de trafic, de toutes sortes, des problèmes de l'extrémisme violent. On a parlé du problème de l'impact du changement climatique. On a parlé des problèmes de gouvernance qui menacent la région, auxquels la région semble être déterminée à y faire face par l'établissement d'un mécanisme qui s'est approprié le processus, le mécanisme du G5 Sahel. Voilà, on a surtout discuté de ces aspects-là. Et hier également, Alain Oliville a tenu à échanger avec le Premier ministre Yacouba Isaac Zida sur la vie de la transition et les préparatifs des élections du 11 octobre hier. Réagissant à la décision du Conseil constitutionnel qui frappe d'inéligibilité certains membres du régime déchu des prochaines élections législatives, l'ambassadeur Oliville a souligné qu'il s'agit d'une décision de justice insusceptible de recours. En tout état de cause, l'Union européenne souhaite qu'il y ait un dialogue entre les différents acteurs politiques. Depuis le 3 août dernier, les jeunes du Burkina déposent leur dossier afin de pouvoir bénéficier du programme social-économique d'urgence, programme qui leur permettra de créer leur propre business. Hassan Nakro. Ils sont là, alignés en file indienne. Ces jeunes entament le processus d'acquisition du prêt du programme socio-économique d'urgence lancé par le gouvernement de transition. Un processus qui passe nécessairement par le dépôt d'un dossier. Pour ces jeunes, l'initiative du gouvernement de transition est salutaire. Je suis là pour le prêt FASI. Voilà, je suis un préfabricant dans l'ONIA. Et en plus, je suis un tâcheron aussi. Je suis là pour 10 millions de frais. Voilà. Vraiment, ça peut aider les jeunes. Ça peut vraiment aider les jeunes. Très bien. Je suis à la recherche d'une somme d'1 million de francs CFA pour faire le commerce. Quant au remboursement de ce prêt, les jeunes ne doutent pas et les échéances de remboursement sont déjà préconçues. Bon, moi, je pense que c'est un don qu'on doit rembourser. Voilà, je pense que c'est un don qu'on doit rembourser. Je compte le rembourser par mois. Parce que sur le délai, j'ai mis 36 mois, je veux dire 3 ans, et je compte le rembourser 30 000 par mois. Et bon, on a mis 36 mois aussi, c'est juste bon, quand on va arriver à gagner, si le délai n'est pas encore arrivé aussi, on peut payer avant le délai aussi. Voilà. Au cas où je gagnerai cette somme, si toutefois j'ai de la clientèle dans mon activité, je compte rembourser 2500 francs par jour. Parce que j'ai pris un prêt de 3 ans et je compte être à jour au bout de ces 3 ans. D'une valeur de 25 milliards de francs CFA, ce fonds devrait permettre à beaucoup de jeunes de s'auto-employer et de rompre avec le chômage. Pour bénéficier des financements, il faut nécessairement être de nationalité burkinabé et être âgé de 15 à 40 ans et ayant reçu une formation en entrepreneuriat et être porteur d'un projet. Autre sujet dans cette édition, bilan des examens au Burkina, coupure d'électricité, difficultés financières, présomption de fraude, manque de terrain de sport. Telles sont les difficultés que l'on peut noter au niveau du bilan organisationnel et pédagogique du baccalauréat session 2015. Ibrahim Sanou. Faire le bilan organisationnel et pédagogique de la session normale de l'examen du baccalauréat 2015, tel est l'objectif de la conférence de presse tenue par l'Office du baccalauréat ce vendredi 28 août 2015. Le bilan est globalement satisfaisant à en croire le professeur Nicolas Barou.
En termes d'organisation, nous avons dit que nous étions vraiment très satisfaits de l'organisation. C'est vrai que ce n'est pas fini. Le directeur de l'Office du baccalauréat a donné tout à l'heure les résultats que nous ne pouvons pas être affirmatifs totalement là-dessus parce qu'il y a ce qu'on appelle la session de remplacement. Mais sur le plan organisationnel, nous disons nous sommes vraiment satisfaits avec l'implication de tous les acteurs qu'il faut bien sûr, la sécurité, la santé, l'énergie, les mines et bien sûr vous, organes de presse qui avez vraiment été à nos côtés tout au long de l'organisation du baccalauréat pour donner les informations à toute la population entière. Plus de 74 000 candidats ont pris part au baccalauréat session 2015 et se répartissent comme suit dans les différentes séries. On a la série D avec environ 33 288 candidats. La série A4 avec 27 050 candidats. Et la série G2, 8 812 candidats. Et cette année, nous avons enregistré 132 candidats. Quant au cas de fraude révélée, les contrevenants risquent jusqu'à 5 ans de suspension sur toute l'étendue du territoire national. Alors, nous avons reçu les résultats de la police qui d'ailleurs a fait un bon travail à la limite bien sûr de leurs possibilités, de leurs moyens. Et nous avons les 3 personnes qui avaient été initialement impliquées. Ce sont ces 3 personnes qui ont été auditionnées. Bien sûr que les cas de fraude classiques, comme nous avons eu à le dire, nous allons traiter tous ces cas classiques de fraude-là en conseil de discipline qui bientôt siégera sous peu. Les sanctions vont bien sûr d'une année de suspension à 5 ans de suspension pour le baccalauréat sur toute l'étendue du territoire. Rendez-vous a été pris pour la session de 2016 et au président d'assurer que toutes les dispositions seront prises pour prévenir d'éventuels cas de fraude. C'est officiel, c'est demain 29 août que seront lancés les travaux de construction de l'axe Ouagakom-Silga sur une distance de 18 km. Pour le moment, les habitants se disent impatients du début des travaux et promettent libérer les lieux si besoin y est. Max Gombré. L'occupation anarchique des bordures de voirie par les marchands est devenue monnaie courante dans la ville de Ouagadougou. Et pour chaque bitumage de voies entrepris par l'État, ces mêmes marchands sont confrontés à un déguerpissement. C'est le cas de ces commerçants du quartier Bonheurville, situé sur l'axe Ouagakom-Silga. Contrairement à ce qu'on pouvait s'y attendre, les riverains se disent conscients de l'impact que ce déguerpissement aura sur leur commerce, mais en jugent le bien fondé. Ça c'est normal. Si on veut arranger, il faut quelque chose avant d'arranger. Bon, ça va jouer, mais on n'a pas le choix. Parce qu'avec les trous, on a eu trop d'accidents ici. Donc on trouve que ici, la voie est bitumée, ça nous fait plaisir. On ne peut pas coudre un habit sans couper le tissu. Je pense que la voie, une fois construite, nous fera du bien. Je m'allie sans réserve à la décision des autorités parce que ceux qui sont déguerpis sont conscients que l'espace qu'ils occupent n'est pas approprié. Ici, les topographes s'activent pour la délimitation de la voie. Ils disent être bien accueillis par les riverains qui accordent beaucoup d'intérêt à leur travail. Leur seul but étant de bénéficier de cette voie. Les habitants du quartier Bonheurville sont satisfaits de cette initiative de l'État, mais espèrent que l'entreprise en charge de ce projet finira dans les délais afin qu'ils puissent continuer leurs activités sous des auspices plus favorables. Une autre actualité, dans ce trésor, la police judiciaire de Ouagadougou a présenté hier à la presse une présumée faussaire de timbres. Elle a été mise aux arrêts après avoir transporté dans ses valises 44 000 timbres d'une valeur de 8 millions alors qu'elle revenait d'Italie. Saisie par la douane puis remise à la police, elle a été présentée à la presse en présence de Paulin Yamiogo. La police nationale a procédé ce 27 août à la présentation d'une trafiquante de faux timbres. Elle a été interceptée le 12 août alors qu'elle revenait d'Italie en possession d'une valise remplie de faux timbres. En effet, c'est le 19 août 2015, aux environs de 2h30 que la dame Bara
né Zare Barkissa a atterri à l'aéroport international de Ouagadougou avec une valise. Après les formalités de police, elle devait passer au contrôle douanier. C'est en ce moment que la douane a découvert dans la valise un important lot de timbres fiscaux. Au même moment, les douaniers ont constaté que la dame Bara détenait un bulletin de réclamation d'une valise qui devait arriver le lendemain. Effectivement, le 20 août 2015, aux environs de 2h15, la deuxième valise a été réceptionnée par la douane et elle a constaté que dans cette dernière, il y avait effectivement un important lot de timbres fiscaux. Il y avait au total 44 213 timbres fiscaux de 200 francs. D'une valeur de 8 millions de francs CFA, ces timbres auraient été produits en Italie. Elle aurait commandé avec un certain Kofi, ressortissant d'un pays voisin et résidant à Napoli, en Italie, 10 000 timbres fiscaux contre 1 000 €. Elle a ajouté que ce dernier aurait augmenté exagérément les quantités à son insu. Lors de sa deuxième interrogation, elle a reconnu qu'en plus de sa commande, son fournisseur lui aurait remis 34 213 timbres pour un certain Kaboré résident à Ouagadougou. Nos investigations pour retrouver les nommés Kaboré et Kofi se poursuivent activement. Des investigations sont en cours afin de retrouver d'éventuels complices dans cette affaire de faux timbres, afin qu'ils répondent tous de leurs actes devant la justice. La police a saisi l'occasion de cette conférence de presse pour appeler la population à la vigilance et à la dénonciation de tous les faussaires dont il aurait connaissance. Dans cette même lancée, 78 000 paquets de cigarettes fraudées d'une valeur de plus de 30 millions de francs CFA ont été saisis et ont été incinérés sous le regard du directeur régional de la douane, Mikailou Diarra, hier à Bobo-Dioulasso. Pour Mikailou Diarra, cet acte reste une contribution de l'ensemble des forces à la protection de la population. Il a aussi rassuré que ces actions vont continuer pour que les populations aient une vie saine. Par ailleurs, il a exhorté ces derniers à redoubler d'efforts pour enrayer ces pratiques de contrebande dans la ville de Bobo-Dioulasso. Comment aider les populations, surtout les jeunes, à préserver leur cadre de vie, surtout dans la circulation routière? C'est dans ce cadre qu'une formation sur le code de la route a été initiée à leur endroit par la police municipale de Bobo-Dioulasso. Josias Dabiré. Est-ce que je peux faire demi-tour après le panneau? Oui. Le panneau me dit que je suis tenu de partir tout droit. Est-ce que je peux faire demi-tour? À l'instar des autres villes du Burkina Faso, la cité de Sia fait face à la densité de trafic marquée par une affluence considérable de la circulation routière. Pour la plupart des cas, ce sont les jeunes qui paient cher dans les accidents de la circulation. Afin de tuer le mal dans l'œuf, la police municipale de Bobo a initié une série de formations en éducation routière au profit des élèves de Bobo, dont la première vague, au nombre de 80 élèves, ont bénéficié d'une initiation au code de la route. Le constat est que dans la ville de Bobo, il y a beaucoup d'accidents dans lesquels les jeunes se trouvent impliqués, dû au fait qu'ils ne connaissent pas les règles de la circulation. Nous avons donc initié cette formation qui s'inscrit dans les objectifs d'un projet, le projet qui est intitulé Initiative Vacances Code. Les bénéficiaires de la formation ont estimé que cet acte de la police municipale leur permet de renforcer leurs connaissances en matière de code de la route, gage d'une bonne conduite pour une sécurité routière garantie. Je suis vraiment très ravi parce que déjà ça me permet d'acquérir les connaissances de base sur la circulation routière. Déjà quand je vois un panneau, à travers ce qu'on m'a dit en salle, à travers la formation, j'essaie de respecter le panneau, de ne pas me comporter comme ce que je faisais avant parce que je ne connaissais pas vraiment ce que le panneau voulait dire. Ces 80 participants entendent être un relais pour les camarades afin de tendre vers la prévalence zéro accident dans la cité de Sia. Nous, en tant que jeunes, nous sommes d'abord formés pour prendre le relais dans les différents établissements. Donc, en suivant cette formation, je me dis que je pourrais prendre le relais dans les autres établissements. L'occasion a été belle pour le premier responsable de la police municipale de rappeler la mission de ce corps, parfois décrié à tort ou à raison face à une montée de l'incivisme
qui prête à tout jugement d'intention. La police municipale n'a pas que pour rôle de réprimer. Nous avons dit que les missions de la police municipale s'organisent autour de certains axes. Prévenir, éduquer, renseigner, former. Et c'est l'une de ces rubriques aujourd'hui que nous avions entamées. Les participants ont une semaine pour maîtriser les b.a.-ba du code de la route avant la rentrée scolaire 2015-2016. Afin de contribuer à une émergence de la paix au Burkina, le festival J'aime mon pays a déroulé ses activités et ce par une activité sportive à la place de la Révolution hier. Alida Tapsoba. Sport et chant de paix, c'est l'intitulé de l'activité organisée dans le cadre du festival J'aime mon pays. Réunir les jeunes à travers le sport pour qu'ils expriment leur volonté de paix et de joie, c'est entre autres l'objectif qui a prévalu à la séance de ce 27 août 2015. C'est l'occasion pour toute la jeunesse de, à travers le sport, pour tous, d'exprimer leur volonté de paix et de joie chaque jour ici au Burkina Faso. Voilà pourquoi nous avons initié cette activité et nous avons la présence des 3 représentants des communautés religieuses avec nous. Co-organisateur du festival, l'association Les Chantres de la Paix apporte leur touche musicale à la cérémonie. Alors, au titre des activités prévues dans le cadre du festival J'aime mon pays, nous avons entre autres le sport chant de paix que nous sommes en train d'exercer actuellement. Et à ce jour, aujourd'hui, je peux dire que nous sommes satisfaits parce qu'il y a eu une grande mobilisation de la part de la jeunesse, des différentes chorales, des confessions religieuses, musulmans, catholiques pour l'instant qui sont ici présents, et une représentation des jeunes Peace Boys, des Bobo, des Banfoura et des Gourgou qui sont venus pour chanter pour la paix, pour le vote utile et le fair play. Présents à la séance, les représentants des différentes confessions religieuses apprécient positivement l'initiative. Ce qui me motive d'abord, c'est la paix. La paix concerne toutes les communautés, que je sois protestant, que je sois musulman, que je sois catholique ou coutumier. La paix nous concerne tous. Et c'est pour cela que nous voyons que c'est la paix qui nous rassemble ce soir. Nous sommes les membres de la communauté musulmane du bureau exécutif. Nous sommes là ce soir pour un message de paix pour l'ensemble des citoyens du Burkina Faso. A noter que le festival J'aime mon pays est prévu pour se tenir pendant 48 heures à Ouagadougou. Parlons culture à présent. Les conventions et accords de coopération internationaux sont peu ou pas connus des cadres du ministère de la Culture et du Tourisme. Face à ce constat, les premiers responsables du ministère souhaitent favoriser la vulgarisation des dits accords. À cet effet, un atelier national sur l'appropriation et le suivi des conventions et accords de coopération en matière de culture et du tourisme qui a débuté hier prend fin aujourd'hui 28 août. Et une délégation de la coordination des mouvements de l'Azawad a été reçue par le président Michel Kafando mardi dernier. À sa sortie d'audience, le porte-parole de la délégation, Ilad Ag Mohamed, a indiqué qu'ils sont venus solliciter l'implication personnelle du président du Faso pour la mise en œuvre de l'accord de paix signé avec le gouvernement malien depuis le 20 juin dernier à Bamako. Concernant les différentes attaques et embuscades constatées régulièrement au nord Mali, Ilad Ag Mohamed dira que son mouvement n'y est pas impliqué. Il a attribué ces attaques aux djihadistes qui ont infesté la zone. C'est le moment de l'invité du 13h sur la chaîne Burkina Info. Et vous le savez peut-être, c'est demain que commence la semaine de valorisation du pain tissé avec un événement de taille, à savoir le Dafani Fashion Week qui aura lieu du 29 août demain et prendra fin le 5 septembre prochain. Et pour parler de la problématique du pain tissé, nous recevons sur ce plateau du 13h Marguerite Douagneau, présidente du comité d'organisation, même s'il est un peu gêné par une toux, qu'on espère qu'il va passer. J'espère bien. On pourra commencer si vous le souhaitez. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, Madame Douagneau, que représente pour vous le métier à tisser? Le métier à tisser, pour moi,
Si ça me rappelle un souvenir très fort à mes débuts de journaliste parce que j'ai fait un reportage. En fait, j'étais allée à Boutenga pour une émission et en entendant mon invité, on m'a demandé de venir, on va me faire découvrir un peu la ville. Et quand on a commencé à faire le tour de la ville, j'ai remarqué qu'il y avait des métiers à tisser dans presque toutes les concessions, dans presque toutes les cours, les hommes, les femmes tissaient. C'était en septembre. Donc en attendant la récolte, tout le monde tissait. Alors ça m'a tellement marqué et j'ai décidé d'initier. En fait, c'était mon premier reportage d'initiative en tant que journaliste. C'était consacré au tissage dans cette ville-là. Donc le métier à tisser pour moi, c'est vraiment beaucoup de symbolique. C'est-à-dire c'est ce par quoi beaucoup de femmes arrivent à tirer leur épingle du jeu, gagnent leur vie, en tout cas gagnent leur pain quotidien. Pour moi, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'émotions et c'est une grande symbolique. Vous l'aurez peut-être remarqué, selon certaines personnes, le pain tissé aujourd'hui au Burkina est une affaire de personnes nantis, mythe, réalité ou simplement des suppositions selon vous? Juste des suppositions, à mon avis, parce que le pain a toujours, je veux dire, la cotonnade existe au Burkina, en Afrique depuis toujours. Depuis toujours, les hommes, les femmes ont toujours tissé et les premiers vêtements, c'était en cotonnade. C'est parce que les choses ont évolué. À un moment donné, on a eu les vêtements entre griffes occidentaux et les gens ont laissé tomber la cotonnade. Et du coup, quand les gens ont recommencé à s'intéresser à ça, c'était comme destiné à une certaine élite. Mais non, sinon, la cotonnade est destinée à tout le monde, à mon avis en tout cas. Destinée à tout le monde. Alors comment peut-on expliquer que le fait pour avoir une tenue en pain tissé, il faille débourser près de 30 000 voire 50 000 francs CFA, ce qui n'est pas donné aux citoyens lambda? Pas 30 000, 50 000 peut-être. Le pain tissé, si vous voulez, vous l'avez à 5 000 francs au bas mot, quoi. Ça veut dire que si vous trouvez que c'est cher, c'est parce que c'est de la qualité. Et tout ce qui est de la qualité est cher. Voilà, c'est simplement ça. Aujourd'hui encore, on ne fait pas des moindres, à savoir qu'on rencontre sur le marché des pains au motif façon d'Anfani qui sont une réplique, pour ne pas dire au bas mot, pas de la cotonnade, mais qui sont vendus. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y ait à long terme une concurrence avec les pays asiatiques? La concurrence, elle est là. La concurrence, elle est là depuis un certain temps déjà. On a vu que le faso d'Anfani est contrefait depuis un certain temps. Et c'est vrai que c'est un vrai problème, mais on ne peut rien faire contre la concurrence. Il faut simplement développer des initiatives. Si on n'arrive pas à contrecarrer la concurrence, qu'on arrive justement si il y a le choix entre la cotonnade burkinabé, le pain tissé burkinabé et le pain tissé de très bas de gamme et qui viennent d'ailleurs, que les gens optent pour le pain tissé burkinabé. On ne peut pas lutter contre la concurrence. Elle existe de façon naturelle. Mais c'est à nous de développer des initiatives pour contrecarrer la concurrence. Une initiative, à savoir le Faso d'Anfani Week-end qui commence demain pour prendre fin le 5 septembre prochain. N'est-ce pas là une fois kermesse où on valorise un pain comme les autres? Quel est l'objectif, voire quelle sera la particularité de cette édition-là? En fait, c'est vrai qu'on est parti d'un constat que, comme vous l'avez si bien dit, il y a beaucoup de fois à kermesse, il y a beaucoup de journées promotionnelles du Faso d'Anfani. Il y a beaucoup de journées d'art vestimentaire où on essaie de porter de façon d'Anfani une journée, 2 jours, 3 jours, mais ça s'arrête là. Et nous, on a trouvé que ces événements restaient toujours au plan local. Et on estime que le faso d'Anfani n'a même pas besoin d'être valorisé parce qu'on sait que le faso d'Anfani a de la valeur. Vous l'avez dit, il coûte cher, ça veut dire que c'est un produit de grande qualité. Et ce que nous, on veut, c'est faire la promotion du faso d'Anfani au plan africain, au plan international. Et l'objectif du salon, c'est de trouver définitivement un marché pour le faso d'Anfani. Donc le salon, c'est pas forcément une foire kermesse, mais c'est un cadre pour réunir tous les acteurs
qui entrent dans la confection, enfin dans la transformation du coton jusqu'à à l'obtention de ce textile artisanal-là, pour qu'il y ait des relations d'affaires, pour qu'il y ait surtout une commande. Oui. Quelles seront les activités qui en feront la particularité? Les activités, déjà on a des formations prévues pour améliorer, parce que comme on l'a dit, la qualité du pain tissé burkinabé ne se pose pas, mais il faut toujours améliorer parce qu'il y a les exigences au plan international et il faut toujours respecter certaines normes, surtout que le pain tissé a une percée formidable à l'international. Les créateurs à l'international demandent vraiment le pain tissé burkinabé, donc il faut forcément que les femmes améliorent la qualité, davantage la qualité des pains. Donc on a prévu des formations en tissage, en teinture, mais également en design et créativité pour permettre aux jeunes créateurs de voir comment agencer les choses pour donner des produits de bonne qualité. Donc au-delà de ces formations, on a évidemment la grande foire d'exposition, mais on a également des défilés jeunes créateurs pour permettre aux jeunes créateurs de montrer au grand public ce qu'ils peuvent proposer en matière de Damphani. Il y a également surtout des conférences, surtout la conférence inaugurale sur la thématique du marché. Et là, on donne la parole à tous les professionnels du textile artisanal d'échanger de façon ouverte et vraiment sans langue de bois sur le problème du marché, sur ce qui empêche ce secteur-là de décoller. Donc cette conférence-là, elle est très importante. Et au-delà de cette conférence inaugurale sur le thème du marché, on a des conférences thématiques, des conférences sur le pain culturel. Parce que l'idée du salon, c'est de montrer que le pain a évolué. Aujourd'hui, le pain tissé, on a plusieurs qualités de pain tissé, mais le pain tissé est parti d'un pain traditionnel qu'il ne faut pas oublier. Le pain culturel a une importance dans les sociétés africaines. Donc, on aura des panels sur le pain tissé en Afrique. Au Burkina Faso, le pain culturel, par exemple, en pays Moira, le pain culturel chez les Dafi, le pain culturel baoulé. On aura une communication. On aura une communication sur le Bogolan. En réalité, c'est un mini colloque sur le pain culturel en Afrique. Un mini-colloque sur le pain culturel en Afrique. Alors, on pourrait se demander, alors quels sont les pays qui seront conviés à ces différentes rencontres-là? En réalité, on a invité pratiquement tous les pays de la sous-région qui font le pain tissé. Parce que l'idée, c'est que on mette ensemble les différentes expertises pour pouvoir améliorer le marché, le secteur. Donc tous les pays qui font le pain tissé, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Sénégal, le Togo sont invités, le Tchad, on a lancé des invitations. On est allé au-delà de la sous-région, on a invité des artisans d'Éthiopie, des artisans de Kenya, tous ces pays-là qui transforment formidablement bien leur coton. On les a en tout cas invités à être là avec nous pour que cette vitrine du pain tissé-là soit vraiment un cadre panafricain pour la promotion du pain tissé. Vous avez choisi comme marraine une personnalité, pas des moindres. Alors, quel est l'objectif visé avec ce choix-là? L'objectif, il est très simple. On voudrait que cet événement ait une connotation panafricaine, tout comme le CIAO, tout comme le FESPACO. On souhaite que le Damphani Fashion Week, le Salon international de design textile africain, ait également cette envergure panafricaine-là. C'est pourquoi on a sollicité l'accompagnement de la présidente de l'UIA qui incarne certaines valeurs, qui défend certaines valeurs et puis qui, quand on la voit, elle n'est habillée qu'en traditionnel aussi. Donc on s'est dit qu'elle peut bien porter ce message-là. Une véritable ambassadrice. Alors vous qui êtes là et ambassadrice, si on peut le dire, de Damphani Fashion Week, alors quel est votre mot à l'endroit de toutes les personnes qui nous suivent présentement? Ce que je demande à toutes les personnes, ce que je demande aux Burkinabés, en fait à tous ceux qui nous suivent ici et ailleurs, généralement, pour que cet événement soit un événement, une cause commune que nous défendons. Et comme on l'a dit, on n'est plus dans le discours politique, nous on est actuellement dans un discours citoyen. On voudrait que la promotion du Damphani soit faite de façon citoyenne. On n'impose pas aux gens de porter le Damphani. On demande à chacun de réfléchir à ce qu'il pendant la révolution, voilà. avec Sankara arrive.
Sankara arrive, c'était un concept, mais bon, on ne va pas rentrer dans ça, mais on se dit que peut-être qu'il y avait quelque part de la contrainte, peut-être que le message n'est pas vraiment passé, mais le message, il était très noble de toute façon. Et je pense qu'aujourd'hui, on fait appel, plutôt, comme je le dis, à un certain civisme. Voilà, c'est un message citoyen que nous adressons aux gens. Il faut que les gens aillent d'eux-mêmes au Danfani. Voilà, et puis c'est une identité nationale, c'est un patrimoine culturel, mais c'est également un formidable potentiel pour le développement endogène. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est tout pour cet entretien avec Marguerite Douagneau, la représentante, je dirais, la présidente du comité d'organisation du Dafani Fashion Week qui commence demain pour prendre fin le 5 septembre prochain. C'est tout pour cet entretien qui met fin d'ailleurs au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous suivent depuis Dori et partout ailleurs dans la 45 province du Burkina, à la Wukong-On et Wakati.